Voilà, bonjour, bienvenue. Bienvenue, salut, est-ce que vous avez le son est bon? Ok, Madagascar, Solonirina, bienvenue. Est-ce que le son est bon? Alors, je vais commencer par répondre à des questions qui ont été posées la dernière fois. Je vais répondre à ça rapidement et puis la session d'aujourd'hui ne sera pas longue, elle sera assez brève. Et comme vous le savez, ça porte sur les deux postures à avoir pour être en harmonie avec votre supérieur hiérarchique. Ok, merci donc Johannes. Alors donc allez-vous bien. Installez-vous. Je mets juste un rendez-vous dans mon calendrier là. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va commencer. On ne va pas attendre les retardataires. Et comme je le dis, bonus, pour faire un bonus à ceux qui sont à l'heure, je vais commencer par des questions qui ont été posées après la vidéo de la dernière fois. Et puis, oula, c'est vrai, vraiment nos condoléances à nos frères de Madagascar. Hein. Solonirina, Johannes, condoléances à nos frères de Madagascar pour le cyclone. Et puis beaucoup de courage. Voilà. Bienvenue à Faustin de la RDC. Alors on va commencer. Comme je le disais, je vais répondre rapidement à des questions qui ont été posées la dernière fois. Et après donc la vidéo de la dernière fois, le live de formation. Et puis on va attaquer le sujet du jour. Aujourd'hui donc on va parler de comment gérer son supérieur hiérarchique en griffe. Ok? Donc comme je le dis, je vais répondre rapidement à des questions. Alors, voilà, je crois qu'il y a monsieur Chalana Akwadedji Weke. Donc il avait posé la question sur le manuel de procédure. Est-ce que le manuel de procédure peut être révisé ou actualisé? Et à quel moment cela peut intervenir? Pour rappel, le manuel de procédure, on a deux types de manuels. Il y a le manuel d'exécution, donc qui explique de façon technique comment on va mettre en œuvre le projet. Si c'est un projet dans l'électrification rurale, on dira comment de façon technique cela va se faire, quelles sont les structures qui vont intervenir, qui va faire quoi au niveau technique. Si c'est au niveau de l'agriculture, on va préciser quelles sont les structures qui vont intervenir, quels sont les rôles qui vont être joués jusqu'à ce que l'objectif soit atteint au niveau technique. On a aussi le manuel, avant même de parler du manuel de procédure applicative, on a aussi le manuel de planification et suivi évaluation. Ça, c'est pas obligatoire, mais quelquefois, les projets qui sont bien organisés élaborent donc un manuel de planification et suivi évaluation. C'est dans ce manuel-là, on va préciser qui intervient dans la planification, quel est le chronogramme. Par exemple, si vous voulez que votre PTAB soit validé par le bailleur avant la fin de l'année N, si c'est un PTAB de l'année N+1, il y a tout un chronogramme d'élaboration de ce plan d'action, parce que c'est de ce plan d'action-là que vont découler le budget et puis tous les autres plans. Donc, il y a des projets qui élaborent le manuel de planification et de suivi-évaluation. À côté de ça, le plus important qui est urgent, c'est le manuel de procédure administrative, comptable et financière. En principe, tous les projets ont ce manuel. C'est dans ce manuel-là qu'on va préciser comment est-ce qu'on va faire les recrutements du personnel, comment on va faire l'apparition des marchés de consultants, des entreprises pour les travaux, pour les fournitures de bureaux, les fournitures d'équipements et même les cabinets de consultants. C'est dans ce même manuel qu'on va dire comment est-ce que le budget va être géré, comment est-ce qu'on va exécuter les dépenses jusqu'à ce que les fournisseurs soient payés, jusqu'à ce que les prestataires soient payés.
Voilà, on va préciser un peu les normes comptables, ainsi de suite, ainsi de suite. Et souvent même, on parle aussi de l'audit. Comment l'audit va se faire. Donc, sa question, c'est de savoir, est-ce que ce manuel-là peut être révisé ou actualisé? Ma réponse, elle est claire. Que ce soit le manuel de procédure, le manuel d'exécution, il n'y a rien dans du marbre. Tout reste dynamique, rien n'est statique. Ça veut dire que vous pouvez définir des procédures et puis à un moment donné, des procédures qui ont été discutées, largement partagées et puis validées par le bailleur, mais à la pratique, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Soit on perd plus de temps, inutilement, il n'y a pas d'efficacité, parce que n'oublions pas que tout ce qui est procédure, c'est pour régler c'est pour répondre à 2 ou 3 préoccupations. D'abord, la célérité, mais avec prudence. Donc, on met des mécanismes de contrôle pour s'assurer que bon, les choses sont faites conformément aux règles de gestion, mais en même temps, il faut que ça aille vite. On ne fait pas les procédures parce que bon, on veut retarder pour perdre le temps. Donc, si on se rend compte qu'on a défini des procédures, mais à la réalité, ce n'est pas efficace. Et ça n'apporte rien en termes de sécurité, en termes de transparence. Donc, vous pouvez toujours noter, n'est-ce pas, ces éléments à améliorer. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je confie ça à mon auditeur interne au fur et à mesure qu'on les constate, pas ce que je constate seulement, mais pendant les réunions de coordination, dans la mise en œuvre, on se rend compte qu'à ce niveau-là, il y a des choses à revoir. Donc, avec l'équipe, encore une fois, l'idée, c'est que tout ça se fait par l'équipe. Voilà, ce n'est pas le coordinateur qui s'enferme pour faire tout ça. Voilà, c'est au fur et à mesure qu'on identifie, et puis on met ça sur un document, et puis à la fin de l'année, on peut proposer une révision du manuel. Mais si c'est urgent, vous pouvez le faire à tout moment, proposer une révision du manuel pour que le bailleur puisse approuver avant l'exécution. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que vous avez un manuel qui est adopté, qui est validé, et puis vous procédez autrement. J'ai vu ça dans un pays d'Afrique centrale. Ça, c'est dangereux, parce que tout ce que vous allez faire, même quand c'est fait de bonne foi, on va vous dire que c'est inéligible parce que vous n'avez pas respecté les procédures. Donc, M. Chalana Weke, c'est ça ma réponse. Alors, il y a M. Anoman Maxime, donc il dit qu'il a travaillé, je crois, en Suède. C'est ça, non? Je crois qu'il a travaillé en Suède, il a travaillé sur des projets en Suède. Apparemment, il est entré en Côte d'Ivoire, donc il pose beaucoup de questions, il a besoin de comprendre comment les choses se passent. Donc, ça fait 3 fois qu'il pose une question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc, je me fais le plaisir de répondre à ça avant d'entamer l'ordre du jour. Il a demandé, est-ce que c'est toujours l'État qui est responsable du programme? Il a mis en / logiciel de gestion du projet. Donc, je comprends 2 choses. Donc, je vais répondre selon ma compréhension. Alors, comme je l'ai dit, bien sûr, les projets, il y en a plusieurs types. Il y a des projets qui sont portés par les entreprises, n'est-ce pas? Vous avez n'importe quelle entreprise, que ce soit une PME, une micro-entreprise, une grande entreprise, les multinationales, tout le monde, n'est-ce pas, peut préparer un projet. Comme tout individu d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qu'on voit ensemble ici, on voit un cas, le cas de projets, n'est-ce pas, portés par les États, ou bien les démembrements, notamment les collectivités ou les provinces, ok, pour les conseils régionaux. Et puis, cette trame-là, cela peut servir maintenant de modèle pour tous les autres, parce que c'est la même approche. À la seule différence que pour les projets des entreprises et des individus, ce ne sont pas les banques de développement comme la Banque mondiale, la BAD ou bien la BID qui vont les financer. Même s'il y a des guichets, effectivement, par exemple à la Banque mondiale, pour le secteur privé. Mais de façon générale, ce sont les banques commerciales qui financent les projets des individus et du secteur privé. Mais la démarche est quasiment la même. Donc, quand c'est un projet de développement, bon, j'ai oublié aussi les ONG. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je précise chaque fois que les ONG, bien sûr, vous avez beaucoup d'ONG qui préparent des projets puis qui ont des financements, hein, okay? Même auprès des bailleurs, exception des dons d'ailleurs. Donc, oui, quand c'est un projet de développement, il peut être porté par le gouvernement, notamment par un ministère. Donc, tous les projets, par exemple en Côte d'Ivoire, les projets de développement financés par la Banque mondiale, dans le cadre du CDD, ou alors les prêts souverains, AFD, la BID, ainsi de suite, des projets effectivement qui sont portés par les ministères techniques. Okay? Même si, très souvent, pour la signature de l'accord en Côte d'Ivoire, ça encore ça dépend du bailleur, pour la Côte d'Ivoire, avec la Banque mondiale, c'est le ministère de l'économie et des finances qui représente le gouvernement. Et donc, il signe les différents accords des dons et des prêts. Même si le projet est dans un secteur.
Pour le ministère du plan, pardon, pour la BAD, le ministère du plan représente le gouvernement. Ok, représente le gouvernement parce que bon, c'est l'organisation comme ça. Par contre, la porte d'entrée, quand c'est le cas du CDD, déjà tout ce qui est financement, c'est le ministère des Finances. Voilà. Mais je parle là en termes de contact direct, c'est-à-dire en termes de interlocuteur direct. Quand c'est la BAD, c'est le ministère du Plan et Développement. Quand c'est la Banque mondiale, c'est directement le ministère des Finances. Quand c'est les projets CDD, c'est la primature, notamment à travers le secrétariat technique du CDD. Ok, donc oui, vous avez des projets portés par les ministères, mais j'ai toujours précisé que les projets peuvent être portés par des ONG, mais aussi par des entreprises. Quant au logiciel de gestion de projets, sur les projets en Côte d'Ivoire, en termes de gestion comptable et financière, il y a un logiciel qu'on utilise quasiment tout ce qu'on appelle Tompro. Okay? Avant, il y avait un logiciel, je crois que c'était Success, qui était développé d'ailleurs par un cabinet ivoirien. Mais depuis longtemps, on n'en entend plus parler. Mais tous les projets utilisent le logiciel Tompro. Voilà. À côté de ça, vous avez d'autres logiciels pour d'autres aspects. Donc, ce logiciel-là, il est acquis par l'unité de gestion. Ok, par l'unité de gestion, bien sûr, avec avis favorable du bailleur de fonds. Voilà, donc, M. Anoma, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous le dites, je vais à nouveau expliquer. Alors, M. David Dido, lui, c'était juste après la dernière fois, là, la vidéo, là. Donc, il est arrivé à la conclusion, puisque la dernière fois, on parlait des cadres de l'administration publique. Donc, comment faire en sorte que les cadres de l'administration publique puissent traiter avec diligence les dossiers des projets, alors que vous n'avez aucun pouvoir hiérarchique sur les cadres de l'administration. Donc, il est arrivé à la conclusion qu'il est effectivement très important d'avoir de très bons rapports avec toutes les directions qui interviennent dans la réalisation du projet. Il complète pour dire seulement, je voudrais savoir si le coordonnateur du projet est sous la responsabilité des ministères techniques qui interviennent dans la réalisation du projet, ou bien il est totalement autonome. J'ai choisi cette question parce que j'estime que ça règle un problème. Il y a souvent des confusions dans l'esprit même de beaucoup de coordonnateurs. Aucune unité de coordination n'est autonome. Hein? En tout cas, pour les projets de développement, il n'y a pas d'autonomie. Ok? Je vais vous expliquer. Je rappelle, en tout cas pour ceux qui suivent depuis longtemps, un projet dans un domaine donné, si par exemple le gouvernement ivoirien veut exécuter un projet dans le domaine, je vais prendre quoi, de l'élevage, donc le ministère de l'Agriculture, par exemple au bénéfice, n'est-ce pas, des producteurs, ou alors de toute la chaîne, hein, depuis la production jusqu'à la commercialisation, ce projet, si vous avez bien suivi, vous allez vous rappeler que j'ai dit que le projet d'abord est élaboré, n'est-ce pas, par le ministère technique, en prenant appui sur tout ce qui a été fait en amont, n'est-ce pas, par le gouvernement, dans le cadre du PND. Donc, dès lors que c'est ce ministère-là qui élabore, et puis si vous avez suivi tout ce que j'ai expliqué, à un moment donné, on rentre dans la phase d'évaluation ex-ante, des négociations, et le ministère des Finances intervient, le bailleur qui va financer intervient, et donc, in fine, c'est un projet qui est présenté par un ministère de tutelle, un ministère technique, avec l'appui du ministère des Finances. Et donc, ce financement qui est acquis, ce n'est pas le financement de l'unité de coordination. C'est pas nos fonds. Des fois, j'entends les gens sur le produit, nos fonds. Nos fonds. Non, ce n'est pas nos fonds. Les fonds n'appartiennent pas à l'UCP. Les fonds appartiennent au ministère technique, n'est-ce pas, sous la surveillance du ministère de l'économie et des finances. Ok? Dès lors que ça c'est clair, et je l'ai aussi expliqué dans une vidéo, comment les types d'organisation. Donc à un moment donné, on recrute le personnel dans les unités de gestion de projet qui veulent maintenant pour l'exécution, n'est-ce pas, du projet. Alors, tu n'étais pas là au moment où on préparait, non, je ne vais pas dire préparer, oui, au moment où on préparait la sauce. Maintenant, on te demande simplement de venir gérer la distribution de la sauce, même pas pour manger. Venir gérer la distribution pour que ça aille aux bénéficiaires et tout. Et puis dire non, c'est ma sauce. Non, c'est pas ta sauce. Très souvent, tu n'es même pas là au moment où on prépare. Juste pour dire, il faut qu'on comprenne que les projets sont là, les UCP sont là pour gérer des financements du gouvernement, n'est-ce pas, pour atteindre des résultats fixés
est convenu entre le gouvernement et le bailleur de fonds. Donc, ça ne peut pas être, on ne peut pas dire que c'est une entité autonome. Par contre, en termes de procédure de gestion, en termes d'ancrage, il y a une spécificité. Les unités de coordination ne sont pas forcément comme des directions centrales, n'est-ce pas? Moi, j'estime que c'est des entités parapubliques. Dans la mesure où, même au niveau budgétaire, la gestion ne se fait pas comme une direction centrale. Parce que le coordonnateur est ordonnateur. Ok? Il y a un contrôleur financier, l'agent comptable. Dans d'autres pays comme la RDC, le Congo, ça peut être différé, ça peut être différent, mais c'est le même esprit, c'est le même principe. Donc, il est vrai qu'il y a des procédures spécifiques et qui sont élaborées et sur la base desquelles on gère les projets, donc ces procédures validées par le bailleur et proposées par le gouvernement. Mais tout est-il que même ces procédures-là, quelquefois on prend un acte réglementaire, notamment un arrêté ou bien un décret pour fixer. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on a le décret 475, n'est-ce pas, qui fixe les procédures de gestion, n'est-ce pas, des projets financés par les bailleurs. Donc, in fine, on dirait que c'est un texte du gouvernement. Ok? Donc, dès lors que tu agis dans un tel cadre, on ne peut pas parler d'autonomie. D'accord? On ne peut pas parler d'autonomie. Donc, pour répondre, pour résumer, les UCP ne sont pas des entités autonomes. Les UCP travaillent avec des procédures spécifiques validées par les bailleurs, en relation étroite avec les bailleurs pour atteindre des résultats convenus, n'est-ce pas, entre le gouvernement et le bailleur, et chaque UCP a un rattachement, puisque tu travailles pour le gouvernement. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ce n'est pas des directions centrales où tout le temps les gens sont cabinés, non. Voilà. Mais tu es toujours rattaché. Donc, si vous prenez tous les projets liés aux femmes, c'est rattaché au ministère chargé de la femme. Vous prenez tout ce qui est lié à l'agriculture, les projets agriculture, quelle que soit la source de financement, le ministère de tutelle, c'est le ministère chargé de l'agriculture. Ok? Donc, j'espère que ça c'est clair. Alors, je vais répondre à une dernière question et puis on va entamer l'ordre du jour. Comme je l'ai dit, enfin, le point de ce live-là, comme je l'ai dit, ça ne va pas être assez long. Bon, je pense même qu'on peut attaquer. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, aujourd'hui, on va voir le live 3 du programme qu'on a lancé il y a maintenant 2 semaines. Je rappelle que depuis le mois de décembre, le 1er décembre, donc j'ai commencé à faire ces lives de formation pour interagir avec vous. L'objectif étant de mettre à la disposition des uns et des autres beaucoup de choses pour que les gens comprennent comment on prépare les projets, comment on exécute les projets, pour que ceux qui sont en activité sur les projets, ça puisse les aider, mais aussi pour susciter, n'est-ce pas, des vocations auprès d'autres personnes qui sont dans les entreprises ou bien qui sont au chômage, mais qui peuvent être intéressés, n'est-ce pas, par la gestion des projets. Alors, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'approfondissement, ils avaient besoin qu'on aille vraiment dans les détails, parce que par un live, on ne peut pas faire une formation complète. Du coup, j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, de faire un programme qui comprend 6 lives d'introduction et puis un webinaire. Un webinaire, c'est une conférence en ligne simplement. Et donc, on va faire ce webinaire-là. D'ailleurs, pour participer au groupe, on a créé un groupe parce que le webinaire ne va pas se faire en live. J'aurai besoin donc de faire une présentation PowerPoint. Donc, on a créé un groupe Facebook. Je pense que Nanda a mis donc le message en commentaire. Et puis d'ailleurs, au-dessus de la vidéo, vous avez un lien pour cliquer là-dessus pour demander à intégrer le groupe. C'est un groupe privé. Privé parce que justement, on ne veut pas que ce soit ouvert. Vous avez 2000 personnes, mais bon, il y a des gens qui sont là juste pour la curiosité ou bien qui s'ennuient. Non. L'idée, comme là-bas, ça va être vraiment une formation approfondie. Il est bon que ce soit des gens qui soient vraiment intéressés. Donc, il y a ce webinaire, mais avant le webinaire, il y a 6 lives d'introduction. On a déjà fait 2 lives, n'est-ce pas? Et je rappelle que le webinaire lui-même, c'est 6 recettes clés. 6 recettes clés pour réussir la gestion des projets. C'est ce qu'on va voir dans le webinaire. Et vous avez la date, n'est-ce pas, qui a été affichée. Alors, pour introduire ce webinaire, pour déblayer, n'est-ce pas, le terrain, parce que je ne veux pas que le webinaire soit trop long. Je veux qu'il soit... Enfin, je sais que ça va être long si je ne fais pas tout ça avant. Donc, pour déblayer, pour qu'on aille rapidement à ce qui est essentiel, donc c'est pour ça qu'on fait ces 6 lives.
Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux lives antérieurs, le premier live a porté sur les généralités, n'est-ce pas, les généralités sur la gestion des projets. On a vu toutes les définitions, les bailleurs en général en Afrique, quels sont les bailleurs bilatéraux, les bailleurs multilatéraux, c'est quoi la gestion des projets, de quoi ça découle, les unités de coordination, les comités de pilotage. Donc j'essaie de résumer tout ça parce que ce sont des choses qu'on avait déjà vues dans d'autres lives de formation. Okay? Dans le live 2, je vous ai introduit un peu comment procéder, quelle est la démarche que j'appelle la démarche en 4 étapes pour amener les cadres de l'administration publique à traiter vos dossiers avec diligence. Dans le live, donc, le live 2, j'ai planté le décor. Je vous ai expliqué un peu l'importance des cadres de l'administration parce que l'unité de coordination existe, mais cette unité de coordination interagit avec les différentes directions des ministères techniques et du ministère du budget et du ministère de l'économie et des finances. Et donc, je vous ai montré que cette direction-là joue un grand rôle, ont beaucoup de choses à faire sans lesquelles l'unité de coordination ne peut pas agir seule et l'unité de coordination ne peut pas atteindre les résultats, d'où leur importance. Malheureusement ou heureusement, la réalité c'est que le coordonnateur du projet n'a aucune emprise, n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les responsables de ces administrations publiques. La question c'est de savoir, alors j'ai aucune autorité sur des gens, mais qui doivent travailler pour que je puisse atteindre mes résultats. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai aucun élément de motivation non plus. Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est ce décor qu'on a planté. Et puis je vous ai dit qu'il y a une démarche, voilà, que j'ai pu définir en 4 étapes, que je vais vous présenter pendant le webinaire. Et quand vous allez l'appliquer, vous allez voir que vous serez vraiment en bonne intelligence avec ces cadres, n'est-ce pas, de l'administration publique. Donc dans le live 3 d'aujourd'hui, nous allons voir 2 postures qu'il faut avoir pour garder l'harmonie avec votre supérieur hiérarchique. Voilà. Pour que ce dernier vous laisse faire votre travail de coordination opérationnelle. Je précise de coordination opérationnelle. Ok? Alors, quelles sont ces 2 postures? D'abord, plantons le contexte. Quel est le contexte? Donc, je voudrais rappeler, pour certains qui suivent depuis, mais peut-être donner l'information à ceux qui nous prennent en cours. Il faut rappeler que quelle que soit la structuration de la mise en œuvre d'un projet, le pays bénéficiaire du don ou du prêt, bien sûr, est propriétaire du projet. Donc que la structuration soit de style commando, on l'a vu, de style adocratique, c'est-à-dire ad hoc, matriciel. Bon, ça même, quand c'est matriciel, c'est évident, même quand c'est commando, c'est évident, mais surtout quand c'est adocratique, quelle que soit la structuration, le projet appartient au pays. Ok? Et bien entendu, le ministère de tutelle a un droit de regard. En général, si vous voulez, pour exercer, n'est-ce pas, ce droit de regard-là, l'entité qui est chargée de la gestion du projet est rattachée à un ministère technique. Et qui a pour mandat, bien sûr, un ministère technique dont le mandat porte, n'est-ce pas, sur l'objet du projet. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un projet au niveau halieutique, donc vous allez avoir le ministère chargé de tout ce qui est ressources halieutiques, bien sûr. Si ça porte sur la santé, donc ça va être le ministère chargé de la santé. Alors, tout ça, même si, comme je l'ai dit, le ministère de l'économie et des finances, pour ce qui est par exemple du portefeuille Banque mondiale, reste l'interlocuteur principal, parce que c'est le ministre de l'économie et des finances qui signe les accords de prêt et qui signe les accords de dons, quel que soit le ministère. Mais c'est toujours, les UCP sont toujours attachés à un ministère technique. D'accord? Maintenant, pour la supervision stratégique, c'est-à-dire l'unité de coordination s'occupe de la mise en œuvre opérationnelle du projet. Donc, mise en œuvre des activités, les tâches, les activités, les dépenses, tout ce qui est la gestion fiduciaire, donc comptabilité, préparation des marchés, gestion financière, suivi, évaluation, ça c'est le rôle de l'unité de coordination. Mais pour la supervision stratégique, d'accord, très souvent on crée ce qu'on appelle un comité de pilotage. En général, pour les projets du portefeuille Banque mondiale, on parle de comité de pilotage. Pour ceux du portefeuille CDD, on parle de comité de pilotage. Mais en général, pour le Fonds mondial, ils ont mis en place un mécanisme qui s'appelle le CCM.
voilà, qui s'appelle le CCM, qui est un mécanisme de coordination, ok, au niveau pays. Donc, ce sont des organes de surveillance qui sont en général présidés, pour ce qui est des comités de pilotage, sont présidés par les ministres de tutelle ou leurs représentants. Donc, quand je prends le cas du coordonnateur, son supérieur hiérarchique direct, c'est le ministre. Bon, on peut dire le directeur de cabinet et le ministre. Ok? Donc, ça dépend un peu des types de relations. Donc, quand je dis ici comment assurer une harmonie avec son supérieur hiérarchique, vous êtes coordonnateur, comment faire en sorte d'être en harmonie, même quand souvent l'harmonie est difficile, d'être en harmonie avec votre ministre. Si vous êtes chef de cellule, donc comment faire en sorte d'être en harmonie avec votre coordonnateur, n'est-ce pas? Et l'approche que j'enseigne dans cette partie-là peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Si tu es dans une entreprise privée, tu es dans une ONG, ça peut s'appliquer. On n'a pas besoin d'être, n'est-ce pas, dans une unité de gestion de projet pour appliquer ce que je suis en train de dire. Donc, je reviens pour dire que pour assurer donc la surveillance, je veux dire la supervision stratégique, ces comités-là sont mis en place. C'est un peu comme dans les entreprises où on parle de conseil d'administration. Voilà, vous avez un président de conseil d'administration. Quand c'est les entreprises privées, quand c'est les ONG, on parle aussi de conseil d'administration d'ailleurs pour les ONG. Maintenant, pour les projets rattachés au ministère, il y a des comités de pilotage qui sont présidés par ces ministres. Et bien sûr, ces comités-là sont d'une composition diversifiée. Ce n'est pas seulement le ministère de tutelle. Vous avez très souvent le ministère chargé du budget, le ministère des Finances, et vous avez même des ONG, des fêtiers d'ONG, vous avez même des fêtiers d'entreprise. Ça dépend de l'objet du projet et bien sûr des différentes parties prenantes. Voilà. Donc c'est un comité qui va donc assurer on va dire la coordination, pas la coordination, je dirais la surveillance, la supervision stratégique. Donc en principe, ces organes-là doivent se contenter de jouer leur rôle stratégique, de surveillance sur les aspects stratégiques. Donc en général, j'ai déjà fait un live sur ça, hein. Ces comités-là vont approuver les plans d'action annuels, vont approuver les budgets, c'est-à-dire avant, en principe, je dis en principe, mais souvent dans la réalité, bon, des fois c'est pas comme ça, hein. Mais moi je vous enseigne les bonnes choses. En principe, le PTAB, pas le PPM, ça c'est très sensible, le budget, n'est-ce pas, et les indicateurs annuels doivent être approuvés par le comité de pilotage, n'est-ce pas, avant même leur mise en exécution, avant d'être approuvé par le bailleur. C'est le comité de pilotage qui doit la chose. Donc, de façon régulière, le comité de pilotage, bien sûr, va évaluer, n'est-ce pas, les performances, va évaluer les résultats. Est-ce qu'on a atteint les résultats, l'unité de coordination a atteint les résultats ou pas? Est-ce qu'il y a des orientations à donner? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des problèmes de niveau stratégique à régler? Ça, c'est le rôle du comité de pilotage. Son rôle n'est pas d'aller faire l'exécution. Et malheureusement, c'est là que se posent souvent les problèmes. Parce que quelquefois, le comité stratégique veut faire de la coordination opérationnelle. Elle veut décider à la place alors qu'il y a un coordinateur qui a été recruté pour faire ce travail. N'est-ce pas? Donc, bien sûr, quand je dis qu'il y a une unité de coordination et un comité de pilotage, le comité de pilotage, c'est le niveau stratégique, l'unité de coordination, c'est le niveau opérationnel. On pourrait penser que bon, l'organisation est parfaite, mais bon, dans la réalité, il y a quelquefois, bien sûr, empiètement, n'est-ce pas? Alors, très souvent, effectivement, il y a des interférences de la hiérarchie. Donc, je vais vous présenter un peu quelques interférences et puis quelques conséquences. Je ne vais pas entrer dans certains détails parce que là, nous sommes sur la place publique. Comme je l'ai dit, ce qu'on peut dire dans le salon, on ne peut pas le dire, n'est-ce pas, sur la voie publique. Ce qu'on peut dire dans la chambre à coucher, n'est-ce pas, on ne peut pas le dire au salon. Il y a des choses qu'on ne dit que dans la chambre à coucher. Donc, entre deux, il y a des choses qu'on ne dit que quand on est en privé. Il y a des choses, voilà, d'accord? Je ne suis pas un cyberactiviste, donc pour venir tout déballer sur la place publique. Moi, je suis là pour, n'est-ce pas, un partage d'expérience. Donc, il y a des détails dans lesquels je ne vais pas entrer. Et puis, peut-être, pendant le webinaire, il y a des détails dans lesquels je peux entrer. Mais, aujourd'hui, souffrez que je ne puisse pas entrer dans certains détails. Donc, il y a quelquefois effectivement des interférences, n'est-ce pas, entre le niveau hiérarchique et le niveau opérationnel. Donc, il est fréquent de constater effectivement que le niveau hiérarchique
souvent ignorent les procédures de gestion des projets. Parce que quelquefois, quelqu'un peut se retrouver à un niveau hiérarchique élevé, mais qui ignore tout des procédures, qui ne sait même pas comment, quelle est l'organisation des projets, comment ça se passe. Donc, pour une raison ou pour une autre, la personne se trouve à un niveau hiérarchique, mais ne sait pas comment les choses fonctionnent. Donc, des fois, les gens, ils s'immiscent, n'est-ce pas, dans le niveau opérationnel, c'est parce qu'ils ne savent pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut éviter souvent d'entrer dans des conflits inutiles. Il faut chercher plutôt à comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut motiver les actions, les positions, n'est-ce pas, les démarches de certaines personnes qui occupent un niveau hiérarchique. Donc, il est fréquent, effectivement, qu'on constate que le niveau hiérarchique va donc s'immiscer, n'est-ce pas, dans le niveau opérationnel. Je vais vous prendre quelques exemples simples. Hein. Par exemple, la signature des marchés. Donc, quand on passe un marché, il y a ce qu'on appelle la signature, il y a ce qu'on appelle l'approbation. Donc, par exemple, la signature d'un marché, pour ce qui est des procédures, c'est l'attributaire du marché et le coordonnateur pour ce qui est des projets. D'accord? Et puis, le ministre intervient en tant qu'approbateur et donc signe pour approuver, sans que ça dépend du seuil. Selon un certain niveau, c'est la direction générale des marchés publics. À un autre niveau, même, c'est le ministre du budget. D'accord? Donc, souvent, quelqu'un peut se retrouver dans un niveau hiérarchique. Je précise, je préfère globaliser pour ne pas seulement dire ministre parce qu'il y a des projets qui sont, il y en a en Côte d'Ivoire, hein, dans d'autres pays il y en a, je crois au Bénin, au Congo-Brazzaville aussi, où j'ai constaté ça. C'est-à-dire le projet n'est pas rattaché directement au cabinet ministériel, c'est rattaché par exemple à une direction ou bien un office. Office par exemple de ceci, office de cela, ou bien agent. Donc le projet, l'unité de coordination rend compte en fait au directeur. Donc c'est le directeur de l'office ou bien de l'agence qui assure en réalité cette supervision stratégique. Mais comme le directeur de l'agence ou bien de l'office ne connaît même pas les procédures, à la limite peut-être ça ne l'intéresse même pas de connaître, donc il veut se mettre à la place du coordonnateur. On a eu vraiment des situations comme ça, hein, où finalement le coordonnateur du projet et le directeur de la structure sont à couteau tiré, ça ne bouge pas, alors qu'il y a des choses que chacun doit faire pour que le projet puisse avancer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un focus vraiment sur cet aspect. Donc je tente de vous rappeler quelques points sur lesquels j'ai dit il y a interférence ou bien le fait que le niveau hiérarchique veuille empiéter, n'est-ce pas, sur les plates-bandes du niveau opérationnel. Donc il y a par exemple des signatures de marché et même les questions de passation des marchés. Hein? Sur les projets, les marchés, c'est bien organisé. Vous avez une commission. Voilà. OK? Il y a des activités qui ne sont pas prévues dans le plan d'action. OK? C'est-à-dire, toute dépense qui doit être faite sur un projet, il faut que ce soit dans le plan d'action qui est validé par le bailleur. Sinon, si vous le faites, hein, bien sûr, la dépense sera jugée inéligible par le bailleur, soit pendant une supervision ou bien après un audit. Mais quelquefois, le niveau hiérarchique, peut-être ne comprenant pas ça, c'est dit, bon, on a un projet de 50 milliards de francs CFA, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Hein? Il y a des procédures qui ont été définies, que le gouvernement lui-même a approuvées avec le bailleur. Donc, le niveau hiérarchique devrait chercher à savoir quelles sont les dépenses éligibles, quelles sont les dépenses inéligibles. Vous comprenez? Donc, quelquefois, on peut demander à un projet de financer telle activité, mais la bonne démarche, c'est de faire en sorte que cette activité-là soit inscrite dans le plan de travail annuel budgétisé, quitte à réviser le plan de travail annuel budgétisé, en discutant avec le bailleur valide, mettant l'unité de coordination qui n'est qu'une structure d'exécution, maintenant va exécuter. Mais quelquefois, il y a des coordonnateurs qui commettent l'erreur, n'est-ce pas, de faire la dépense, de mener l'activité parce que le niveau hiérarchique, le supérieur hiérarchique l'a demandé, alors que ce n'est pas dans le PTAB. Mais très souvent, on vous dit que c'est inéligible. Donc, il faut faire attention. D'accord? Les parkings, comme on le dit, les parkings sont vraiment partagés. Et donc, très souvent, ce genre d'action-là, d'approche, ça pousse le manager du projet à la faute. Et quelquefois, le monsieur ou bien la dame, après, il se débat seul pour se justifier. Hein. Il y a des supérieurs hiérarchiques qui sont responsables, qui vous couvrent. Mais les supérieurs hiérarchiques qui poussent à la faute et puis bon, ils s'en foutent. Hein. Voilà, quand ça chauffe, tu es seul à te débattre, à justifier, s'il ne veut même pas t'enfoncer, n'est-ce pas? Donc,
Les conséquences, bien sûr, comme je l'ai dit, ça va engendrer souvent, très souvent des relations très tendues entre le projet et le supérieur hiérarchique. Comme je l'ai dit, le supérieur hiérarchique, ça peut être un cabinet ministériel, ça peut être une direction, ça peut être une agence à laquelle est rattachée, n'est-ce pas, l'unité de coordination. Donc vraiment des relations souvent tendues, mais inutilement, parce qu'il y a au moins un qui ne veut pas rester sur sa plate-bande, qui veut faire et son travail et le travail de l'autre. D'accord? Et bien entendu, autres conséquences sont des retards, n'est-ce pas, à plusieurs niveaux, parce qu'il y a des choses qui doivent être forcément approuvées par le niveau hiérarchique. Et donc, s'il y a en griffe des situations, des relations assez tendues, donc ça va forcément retarder. Alors qu'on doit être tellement en phase avec son supérieur hiérarchique qu'à tout moment, on doit être capable d'appeler son supérieur hiérarchique, même au téléphone. Vous devez arriver à un niveau, je ne dirais pas de complicité, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec votre supérieur hiérarchique. D'ailleurs, vous n'êtes pas là pour être son ami. Peut-être dans un premier temps, vous ne pouvez pas être son ami. Vous êtes là pour faire un travail. Vous vous rendez compte à votre supérieur hiérarchique. Mais pour rendre compte, pour avoir les résultats, vous devez faire votre travail. Mais quand le supérieur hiérarchique s'immisce dans votre travail, ça crée quelquefois des problèmes. Mais ce que je vais vous expliquer, vous enseigner pendant le webinaire, ça va vous amener à faire en sorte que vraiment ce soit un tandem. Voilà. Vous avez votre chef, mais le chef peut vous appeler à n'importe quel moment, vous pouvez appeler votre chef à n'importe quel moment. Parce que vous aurez réussi à faire en sorte que ce soit un tandem, que ce soit un duo. Voilà, que vous ne soyez pas en duel, mais que vous soyez, n'est-ce pas, que vous formiez un duo. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça où vraiment le ministre de tutelle cherche à débarquer le coordonnateur. Pour ceux qui sont sur le projet, ils savent de quoi je parle. Hein. Il y a des ministres qui arrivent par exemple, ils ne savent pas comment les choses se passent. Ils estiment que bon, ils doivent débarquer le coordonnateur ou bien la coordonnatrice. Ben, très souvent parce qu'ils ne savent pas en fait les engagements pris par l'État, par le gouvernement, au moment où on met en place cette entité. Parce que sur les projets, il faut trouver des éléments pour justifier qu'un coordonnateur doit partir. Des éléments bien sûr factuels et puis sur la base, n'est-ce pas, de la performance. Donc, vous avez souvent des coordonnateurs comme ça, hein, dont le ministre ou bien le directeur, encore le supérieur hiérarchique, veut la tête simplement parce que le gars ou bien la dame fait très bien son travail. Voilà. Parce que, bon, je ne sais pas entendu, c'est un truc. Mais comme je l'ai dit, les projets, il y a des procédures. Il y a des procédures, il y a des règles, Donc bref, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer vraiment dans certains détails hein, au cours de ce live-là. Voilà. Donc très souvent, ceux qui sont managers de projets, ils sont vraiment hantés par cette préoccupation-là. Comment faire en sorte que le niveau hiérarchique, n'est-ce pas, ne s'ingère pas dans la gestion courante du projet. Dieu merci, franchement, moi j'ai des ministres avec lesquels j'ai travaillé, même Premier ministre, vraiment qui sont focus sur leur boulot. Je ne vais pas citer des ministres, mais ça ne me gênerait pas, mais je ne vais pas en citer pour ne pas chose, mais vraiment qui connaissent leur rôle, n'est-ce pas, de supérieur hiérarchique, qui restent dans leur rôle et qui vous mettent la pression. Je prends le cas simplement du Premier ministre actuel. C'est quelqu'un qui est très très focus sur son boulot. C'est-à-dire, je dis, tout ce qu'ils sont en train de dénoncer là, vraiment, non, ça fait 2 ou 3 projets que il m'a fait la confiance, enfin, par la grâce de Dieu, quelque chose, mais je veux dire, c'est quelqu'un, quels sont les résultats? Il te fout une pression, mais vraiment, je veux dire, axé sur les résultats. Il ne cherche pas truc. Il y a des ministres qui veulent aller coordonner à la place du coordonnateur. Mais lui, il n'est pas comme ça. Lui, il te met vraiment la pression, il peut te lever à 5 h du matin, il peut t'envoyer WhatsApp à 5 h du matin parce qu'il veut des résultats. Voilà. Je dis, dans ce cas-là, c'est vraiment super. Tu sais que c'est les résultats. Ok? Mais par contre, vous avez d'autres. Mais c'est-à-dire le supérieur hiérarchique, il veut gérer le projet à ta place. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Parce qu'il y a une question de responsabilité. Donc, ce que je suis en train de dire, souvent les soucis même des managers, c'est comment faire en sorte qu'il y ait vraiment un tandem, n'est-ce pas, que le niveau hiérarchique ne s'ingère pas dans la coordination opérationnelle. Donc, pour ça, je vais vous expliquer 2 postures que je vous conseille. Si vous avez affaire à un supérieur hiérarchique, que vous soyez dans une entreprise privée, dans une ONG, dans une unité de coordination, vous avez un supérieur hiérarchique qui s'ingère. Donc, ces 2 postures-là, je vais vous les enseigner. Si vous avez quelqu'un vraiment qui, voilà, je veux dire, qui est très professionnel,
Ben, vous n'avez même pas besoin de ça. Ok? Donc, ça va être deux postures que je vais vous enseigner pendant le webinaire. Et le webinaire, pour vous inscrire, pour participer, il faut simplement être dans le groupe qu'on a créé. Je crois que Nanda a mis en commentaire déjà un message pour vous permettre donc de cliquer simplement et puis demander votre admission dans le groupe. Et donc, pendant le webinaire, je vais vous expliquer dans les détails aussi bien les démarches par rapport au cadre de l'administration publique, les deux postures par rapport au supérieur hiérarchique, mais aussi tout ce qu'on va voir par rapport aux bailleurs, par rapport au respect des procédures et par rapport à votre équipe que vous conduisez. Et quand je dis équipe, ce n'est pas seulement en tant que coordonnateur de projet, mais aussi en tant que chef de cellule, comment conduire votre équipe au succès. Voilà. Je vous l'ai dit, la session d'aujourd'hui ne sera pas longue. C'était pour introduire, mais vous aurez les différentes recettes, on va dire, pendant le webinaire. Voilà. Ceci étant, je ne sais pas si vous avez posé des questions. S'il y en a, je vais répondre. Voilà. Donc, je me connecte sur la page pour voir vos éventuelles questions. Alors, ok, alors je prends plus récent. Bon, maintenant je sais comment faire maintenant. Voilà, je sais comment avoir accès aux commentaires rapidement. Monsieur Serge Capou, en tant que contrôleur de gestion, ai-je les compétences nécessaires pour être un contrôleur financier ou coordonnateur de projet? Mais monsieur Capou, cette question est un peu... Moi, je ne sais pas comment répondre. J'ai déjà fait un live sur le coordonnateur de projet, n'est-ce pas? Sur le profil. Donc, pour ne pas reprendre vraiment le live, parce qu'il y en a qui ont déjà suivi, tout ce qui est live, tout ce qui est module de formation, vidéo de formation, ça est sur ma page. Rien n'a été supprimé. Voilà. Donc, il y a, je ne sais pas combien de vidéos maintenant, peut-être plus d'une trentaine, une vingtaine, trentaine, je ne sais pas, il y a beaucoup de vidéos. Allez-y voir la vidéo sur le coordonnateur de projet. Vous voyez votre profil. Mais derrière votre question, ce que je comprends, vous êtes contrôleur de gestion, je vous l'ai dit, coordonnateur de projet, n'importe qui peut être coordonnateur de projet. Il faut simplement remplir les critères. Un juriste peut être coordonnateur de projet, un médecin peut être coordonnateur de projet, un ingénieur agronome peut être coordonnateur de projet. D'accord? Un informaticien peut être coordonnateur de projet. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la formation de base, mais ce sont des éléments complémentaires. Bien sûr, un coordonnateur de projet, quand on recrute, on va vous dire au moins Bac plus 5. Bon, donc il faut Bac plus 5. Donc, si tu es BTS c'est Bac plus 2. Ça veut dire faire en sorte que tu aies un niveau Bac plus 5. Ok? Mais sinon, ce n'est pas la formation de base. Tu peux être sociologue et être coordonnateur de projet. D'ailleurs, amusez-vous à prendre, je pense que vous êtes ivoirien par votre nom, amusez-vous à prendre Fraternité Matin. Vous allez voir souvent qu'il y a des postes qui sont publiés pour recruter des coordonnateurs de projets. Donc vous allez voir les profils et puis vous allez voir si votre profil actuel vous permet d'être coordonnateur de projet. Sinon, s'il y a des gaps, il faut chercher à combler ces gaps. N'est-ce pas? Pour pouvoir chose. Les contrôleurs financiers, pour ce qui est des projets publics, donc des projets financés par projets de développement, les contrôleurs financiers sont nommés par le directeur du contrôle financier. L'actuel directeur du contrôle financier, M. Nda Kakou Joseph, d'ailleurs, il nous a fait vraiment un très bel exposé le 31 janvier. C'était super, pendant 2 heures de temps. Il a été félicité par tout le monde, même à l'étranger. Il a fait une très belle présentation sur le contrôle financier et il a expliqué comment on fait pour être contrôleur financier. Donc, je vous invite, M. Serge Kevin, à aller voir son exposé. Alors, Solo Nirina de Madagascar, vous avez parlé de 3 approbations effectuées par le comité, y compris les indicateurs annuels. De quels indicateurs s'agit-il? Alors, les indicateurs dont je parle, vous savez, un projet, c'est avant tout pour atteindre des résultats. Et si vous avez suivi ma présentation sur le cadre logique, on a parlé des indicateurs. Les indicateurs, c'est ce qui vous permet de mesurer le degré d'atteinte des résultats. Si vous êtes dans un projet, par exemple, qui porte sur l'éducation, si ce sont des constructions d'écoles, des collèges, des formations d'enseignants, de scolarisation des enfants, ou alors des scolarisation même de la jeune fille, il y a des indicateurs qui portent sur chaque résultat qu'on attend, sur chaque objectif qu'on attend, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. Donc, si un projet dure 5 ans, bien sûr, on ne va pas demander à une unité de coordination d'atteindre les résultats de ces 5 ans en une année.
C'est pour ça qu'il y a des plans d'action annuels pour que chaque année, on puisse faire des activités et atteindre des résultats d'une année donnée. Et c'est le cumul de ces résultats-là qui vont nous permettre d'atteindre les résultats sur la durée du projet. Donc chaque année, il y a des indicateurs annuels. Pour prendre un schéma simple, si on doit aller former 1000 enseignants pendant les 5 ans du projet, ça ne veut pas dire que c'est linéaire. Hein. Peut-être que la première année, puisque vous allez mettre en place l'unité, c'est maintenant qu'on va faire les recrutements. Donc peut-être les targets de l'année, ça peut être seulement 200. Hein. Ou bien ça peut être 100, ou même 50. Ok? Mais l'année d'après, ça peut être 300. Donc ce sont les objectifs qu'on se fixe chaque année là, qu'on met sous forme d'indicateurs. Mais cet objectif-là, c'est ce qui va permettre d'élaborer le plan de travail annuel. Puisque le plan de travail annuel sont les activités qu'on va exécuter pour atteindre l'objectif. Donc il faut que les indicateurs de l'année soient validés par une instance, c'est le comité de pilotage. Et c'est au regard, n'est-ce pas, de ces indicateurs-là qu'on vérifie, on va s'assurer que les activités sont menées concourent effectivement à l'atteinte de ces résultats et que le budget qui découle du PTAB, bien sûr, est un budget conforme, n'est-ce pas, aux activités, aux dépenses à mener et va concourir à l'atteinte des résultats. D'accord? Ce sont les indicateurs, il y a des indicateurs de processus, il y a des indicateurs de résultats. Donc, si vous voulez des informations détaillées sur les indicateurs, il va falloir suivre la formation en suivi et évaluation. Hein, je crois qu'on n'a pas de ça ici. Alors, M. Batiano, quel rôle reçoit du comité de pilotage? Bon, Tiano, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le comité de pilotage, sur les instances. Et puis tout à l'heure, je viens de rappeler. Hein. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a beaucoup de remerciements. Merci. 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 Je suis content que vous soyez content. Je vous remercie aussi pour vos remerciements. Alors, s'il y a d'autres questions, je vais répondre à ces questions. S'il y a d'autres questions. Alors, M. Alex Kofi, comment faire pour gérer un collaborateur que l'on nous impose? Alors, comment faire pour gérer un collaborateur que l'on nous impose? D'ailleurs, M. Kofi, je vais mettre ce sujet-là dans le groupe. Parce que ce que je vais commencer à faire dans le groupe là-bas, pour animer un peu le groupe, il y a des questions comme ça que je vais mettre pour avoir aussi l'avis des autres. N'est-ce pas? Parce que là, moi, je vais répondre, hein, mais je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont peut-être des réponses encore plus appropriées et tout. C'est ce que je vais faire. Il y a des questions comme ça que je vais prendre, mais je trouve que votre question est assez intéressante. Je vais mettre ça dans le groupe et puis les gens vont donner leur avis. Voilà. Mais sinon, d'abord, sur un projet, il faut éviter d'ailleurs qu'on vous impose des collaborateurs. Pourquoi? Surtout sur ta position de responsabilité. J'ai toujours eu la chance d'avoir à travailler avec des ministres qui m'ont laissé les mains libres pour faire mes recrutements. Parce que j'estime qu'en tant que coordonnateur, tu dois rendre compte, n'est-ce pas? Tu es responsable des résultats. Ok? Et donc, pour atteindre les résultats, il faut que j'ai le coudée franche pour recruter le personnel que j'estime efficace, compétent. N'est-ce pas? Pour atteindre les résultats, pour atteindre mes résultats. Donc, j'ai l'habitude de dire aussi, sur un projet, on ne fait venir quelqu'un que lorsqu'il y a besoin. Et quand il y a besoin, on définit les thèmes de référence, on décrit le profil qu'on recherche. Parce qu'il faut éviter de faire venir des gens qui s'ennuient dans les administrations. On dit non, bon, toi, va sur ce projet. L'inconvénient, c'est quoi? Quand la personne vient d'abord, on ne sait même pas pourquoi elle est venue. Elle n'est pas venue parce qu'il y a un besoin. Elle est venue simplement parce que, bon, on voulait dépasser quelqu'un. Et de deux, ça peut créer vraiment des conflits au sein de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà occupés en train de travailler et la personne qui n'a rien à faire, ben, elle s'ennuie. Tout son problème, ça va être bon, de se balader dans le bureau, de créer des conflits entre les uns et les autres. Et de trois, cette personne-là sera davantage frustrée parce que ben, elle n'a pas les mêmes rémunérations que les autres. Donc pour moi, il faut d'abord anticiper, éviter que quelqu'un se retrouve dans votre équipe alors qu'en fait vous n'en avez pas besoin. Mais si malgré ça, cela vous est imposé, à vous de formater la personne. Parce qu'un manager aussi, c'est ça aussi notre rôle. C'est de formater les gens, c'est de voir quelles sont les faiblesses de cette personne. Peut-être que la personne a envie de travailler aussi. Donc, il faut voir quel appui vous donner à la personne, former la personne, formater la personne, changer sa mentalité pour que sa mentalité soit adaptée à la gestion des projets. Et puis, ça peut être après un très très bon collaborateur ou bien une très très bonne collaboratrice. Mais il ne faut pas rejeter du coup parce qu'on te l'a imposé. Comme je le dis, par anticipation, il faut éviter. Mais si le cas arrive, il faut voir comment transformer cette personne-là, éviter que ce soit
je vais dire quoi, que ce soit un boulet pour vous, mais faire en sorte que ce soit un acteur, n'est-ce pas, qui va travailler pour vous. Donc ça, c'est aussi le rôle du manager. Former, encadrer, motiver, n'est-ce pas, relever les faiblesses des uns et des autres. Voilà. Maintenant, si malgré ça, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ben vous demandez à ce qu'on fasse partie de la personne. Voilà. C'est pas compliqué. Vous savez, il y a des gens qui ne vont jamais changer en fait. Quels que soient vos efforts, qui ne vont jamais changer. Ben, donc, il ne faut pas perdre son temps là-dessus. Tu fais ce que tu as fait, mais bon, si tu te rends compte que la personne ne bouge pas, ben, voilà. Tu passes à autre chose. Ok? Voilà, donc je ne voulais pas que la session dure aujourd'hui. On va donc s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la prochaine, avant le début du prochain live, je vais répondre comme je l'ai fait aujourd'hui. Et puis comme je le dis, il y a certaines questions que je vais mettre dans le groupe sans forcément dire les noms. Hein. Voilà, sans forcément dire les noms. Et puis pour que les uns et les autres puissent aussi. Donc si vous êtes intéressé par le webinaire, cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe. Et puis comme je l'ai dit, bientôt je vais commencer à mettre des sujets pour qu'on puisse échanger entre nous. Voilà, des sujets que je mettrai là-bas, que je ne mettrai jamais ici, parce qu'ici c'est la voie publique. D'accord? Ok, voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions. Monsieur Léonard Bourré. Comment faire savoir à son supérieur qui n'est pas dans son rôle? Merci parce que je te dis merci parce que justement ta question me permet de dire que c'est ce que nous allons voir justement au webinaire. Tout à l'heure j'ai introduit, j'ai planté le décor, mais vous avez raison de poser cette question parce que effectivement, je n'ai pas dit comment faire. Je vous ai dit qu'il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Mais le comment, on va le voir au webinaire. Donc, inscrivez-vous, M. Bourré Léonard, et puis tous ceux qui sont intéressés. Ceci étant, je vous dis merci. Et puis, bonne soirée à vous. Et puis, la prochaine session, c'est le jeudi. Voilà, jeudi à 16 h, temps universel. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.